Bienvenue à vous tous. Welkom aan iedereen. Zoals Nicolas gezegd heeft, zal het webinar doorgaan in het Frans, maar als er vragen zijn in het Nederlands, mogen die gerust gesteld worden. Donc, le webinaire se déroulera en français, mais des questions en néerlandais sont bien sûr possibles aussi. Vous allez tous recevoir les slides à la fin de à la fin de la présentation, après la présentation. Donc, il ne faut pas noter ou recopier tout ce qui est sur les slides. Alors, je vais commencer à me présenter. Donc, comme Nicolas a dit, moi, je suis Rob Reinhardt. Je suis le directeur d'une petite entreprise qui s'appelle Coluco et on est spécialisé dans les marchés publics. On travaille pour Bruxelles Environnement, on prend le rôle du facilitateur marché public durable et donc en général, notre mission, c'est d'aider des administrations publiques à mettre des clauses durables, circulaires, écologiques dans leur marché public. On fait ça pas seulement pour la région bruxelloise, on a des contrats similaires avec le niveau fédéral, le niveau flamand et 28 institutions européennes. Donc, je donne depuis une quinzaine d'années des conseils pour des administrations. De l'autre côté, je gère une entreprise et donc si je veux travailler pour ces administrations, je dois aussi remettre des offres. Et c'est la thématique d'aujourd'hui, c'est comment remettre une offre, comment commencer à travailler pour des administrations publiques. L'idée du webinaire est de vous donner une introduction. Donc, je ne vais pas pouvoir rentrer dans les détails de tous les aspects, mais à la fin de la session, on a prévu assez de temps pour vos questions et on va essayer de répondre un maximum à toutes vos questions. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder aujourd'hui? On va d'abord vous essayer de décrire ce que c'est un marché public. C'est assez complexe, surtout si on ne connaît pas très bien le système des marchés publics. Ne vous inquiétez pas, on va essayer de vous expliquer comment cela fonctionne. Mais il y a pas mal de législation qui se cache derrière le mot marché public. Et donc, comme déjà dit, on ne va pas pouvoir rentrer dans les mini-détails de toutes les législations. La deuxième partie est bien sûr vous aider à ou vous donner des astuces pour remettre une offre, parce que c'est ça l'objectif d'aujourd'hui, c'est de vous stimuler de remettre des offres pour que vous allez trouver des nouveaux clients, des clients publics et que vous allez pouvoir élargir votre business. Et la troisième partie, comme déjà dit, c'est de la discussion. J'ai aussi préparé quelques petits exercices pour vous donner vraiment des astuces pratiques pour vous préparer à remettre des offres pour les marchés publics. Alors, comme j'ai déjà dit, il y a un cadre légal très strict pour les marchés publics. Et donc, c'est très important à comprendre. Souvent, je reçois la réaction des entreprises qui disent, oui, mais pourquoi est-ce que un acheteur a pris telle ou telle décision? Pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas être un peu plus flexibles? C'est très compliqué. Les achats sont fortement réglementés via les différentes législations marché public et donc les administrations et les acheteurs publics n'ont pas une liberté de simplement dire « Ah, moi j'aimerais bien travailler avec entreprise X ou entreprise Y ». Et donc, c'est un cadre totalement différent que de travailler avec une entreprise privée. Avec une entreprise privée, vous avez à tout moment la liberté de discuter, d'adapter le contrat, etc. Le cadre marché public n'est pas très flexible et c'est même, je pense, dit gentiment, il y a tellement peu de flexibilité, il y a tellement de règles que c'est fort compliqué
de faire des procédures flexibles, des petits montants, des exceptions. Et donc, c'est pour ça que euh, il y a des entreprises qui se disent, tiens, mais est-ce qu'on veut travailler pour des administrations publiques? Moi, j'ai tendance à dire oui, parce qu'il y a aussi des énormes avantages à travailler pour des administrations publiques. Au niveau des paiements, moi, j'ai jamais eu en 20 ans le moindre problème avec une administration qui ne payait pas ses factures. Ça n'existe pas. Et donc, il y a une sécurité qui est quand même un énorme avantage à travailler pour des administrations publiques. Deuxième chose, ben, toutes ces règles administratives, fur et à mesure, on s'y habitue. Mais comme introduction, aujourd'hui, ça pourrait être ou apparaître en quand même grande montagne à grimper. Ne vous inquiétez pas. Vous n'êtes pas les seuls, ni les premiers à être face au concept marché public. Et c'est tout à fait faisable, même pour des petites structures. Donc, même quand peut-être après ce webinaire, vous allez avoir encore plein de questions, ne vous inquiétez pas. Il y a pas mal d'aides qui sont prévues. On va aussi vous montrer quelques outils qui peuvent vous aider avec la remise des offres. Donc, moi, je pense vraiment que ça vaut la peine de commencer à travailler pour des administrations publiques, mais il faut comprendre qu'il y a ce cadre légal à respecter. Ce cadre légal est d'un côté un cadre européen qui est après transposé vers une législation belge. Vous voyez ici toutes les références et vous voyez que il y a plusieurs réglementations. Il y a les marchés classiques, il y a les concessions, il y a aussi des secteurs spéciaux. On va passer tout cela en revue dans les 2 heures à suivre. Alors, en gros, c'est quoi un marché public? Ben, quand on regarde la définition, c'est un contrat à titre onéreux entre deux parties. D'un côté, il y a une ou plusieurs administrations publiques et de l'autre côté, il y a des opérateurs économiques. Et donc, ils vont conclure un contrat et ce contrat peut avoir comme objet des travaux, la livraison des produits, la fourniture des services. Ça peut être l'objet d'une concession. Donc, il y a plein de différents contrats possibles. Il faut savoir que dès que un pouvoir adjudicateur, une administration publique veut faire une transaction financière, on va se retrouver donc dans ce cadre de marché public. Même pour des situations qui sont parfois un peu particulières, même si une administration publique veut faire un don, il faut passer un marché public. Donc, le cadre est très large, est très complet et il n'y a pas des exceptions. Le cadre doit être respecté. Alors, Euh, ce contrat à titre onéreux, ben, ça tourne beaucoup, bien sûr, autour de la question du prix. Et en fonction de l'estimation du pouvoir adjudicateur, ben, il y aura des différents choix de passation, il y a des différents niveaux de publicité, il y a des différentes règles d'attribution. Ça va déterminer si on peut négocier euh, pendant la phase d'attribution. Donc, le prix va déterminer beaucoup de choses dans le cadre des marchés publics. Logiquement, le plus bas le prix ou l'estimation de prix, le plus est flexible, de nouveau, c'est un grand mot, le plus de flexibilité il y a au sein du pouvoir adjudicateur. On va voir les montants après, mais donc dès qu'on est dans un marché européen, un marché pour lequel tout le monde peut participer, il y a très peu de flexibilité. Pour les montants plus petits,
on peut encore négocier, on peut encore légèrement modifier son offre en cours de route. Donc, le prix est un élément clé, comme dans tous les contrats. Alors, quand on parle de pouvoir adjudicateur, ben, il y a plein d'administrations qui doivent passer des marchés publics, mais il y a aussi des autres opérateurs qui sont bien sûr pas des administrations. Les hôpitaux, des centres sportifs, certaines ASBL, ils sont aussi obligés de passer des marchés publics. Donc, ils sont soumis au même cadre. La réglementation dit que dès que une organisation reçoit plus de 50% de son budget via des subsides, ben, il faut passer des marchés publics. Et donc, ça explique pourquoi il y a des autres entités que des administrations publiques qui sont aussi soumises à cette réglementation. Pourquoi est-ce qu'il y a cette réglementation? Ben, c'est surtout pour des raisons de transparence, égalité et bonne gestion de l'argent public. Parce que imaginons qu'il n'y a pas de cadre et que un ministre, un bourgmestre pouvait dépenser de l'argent public comme ça, je pense qu'on peut tous comprendre que ça sera peut-être pas le meilleur système. Et donc, c'est pour ça que ce cadre était créé pour une sorte de traitement d'égalité de toutes les potentiels soumissionnaires. Et donc, comme ça, on arrive aux principes fondamentaux des marchés publics. Il faut que toutes les entreprises, toutes les structures qui veulent remettre offre, ben, ils sont traités de la même manière, qu'il y a la liberté d'accès au marché, qu'il y a une transparence dans les choix des soumissionnaires, il y a bien sûr de la concurrence et tout cela en respectant les principes de la proportionnalité. Donc, vous commencez sans doute déjà à voir que la tâche d'un acheteur n'est pas si évidente parce qu'il doit respecter tous ces principes de base. Cela est bien sûr clairement mentionné dans la réglementation. Vous voyez ici quelques extraits de la réglementation. Mais si on va regarder un peu en détail, qu'est-ce que ça veut dire égalité de traitement? Ben, ça veut dire que si un pouvoir adjudicataire va publier des informations, ben, ils doivent être accessibles à toutes les entreprises qui veulent remettre une offre. Donc, il n'est pas possible qu'une entreprise aura plus d'informations qu'une autre. À ce moment, le principe d'égalité est rompu et ça peut poser des problèmes juridiques. Donc, ça, c'est déjà une première chose, les mêmes informations, les mêmes délais, les mêmes exigences. Le deuxième principe est le principe de transparence. Donc, le pouvoir adjudicateur doit publier ses intentions, ses exigences, ses critères, comment il va analyser les offres et après, ben, il doit même vous envoyer le résultat de son évaluation dans laquelle il va vous expliquer pourquoi votre offre est retenue ou pourquoi votre offre n'est pas choisie. Donc, vous pouvez toujours avoir des informations pour lesquelles vous n'avez pas remporté un certain marché. C'est notamment très intéressant parce que dans ces informations, vous pouvez trouver des conseils pour améliorer vos offres pour un prochain marché. Et donc, si vous envoyez une offre et le retour est que vous n'avez pas répondu à certaines exigences ou votre méthodologie n'était pas claire, mais à ce moment, ben, il faut se poser la question, est-ce que je ne dois pas adapter ma méthodologie pour une prochaine remise des offres? Il y a la concurrence et donc les pouvoirs adjudicateurs, ben, ils ne peuvent pas favoriser une entreprise par rapport à une autre, ils ne peuvent pas créer des monopoles. Comment est-ce que ça fonctionne? Et
je le vois malheureusement encore parfois dans certains marchés publics, c'est qu'on va formuler certaines exigences, mais on sait très bien comment différentes entreprises fonctionnent et parfois je vois encore des marchés où ça me semble d'être écrit pour une ou l'autre entreprise. C'est vraiment la minorité des cas, mais c'est complètement illégal. Si vous avez à un moment ou l'autre ce sentiment, ben, il est toujours possible de faire un recours et d'aller en justice. Mais donc, un acheteur, un pouvoir adjudicateur, il ne peut pas écrire un marché pour une ou l'autre entreprise. Il ne peut pas mentionner, bien sûr, des marques d'un produit. Il ne peut pas dire, moi je veux acheter des PC de Dell et je ne veux pas des PC de HP. C'est clairement interdit dans la législation. Euh, il y a un autre problème qui est souvent rencontré, c'est qu'on ne peut même pas limiter on ne peut pas mettre des restrictions géographiques dans un marché. Donc, on ne peut pas favoriser des entreprises belges, on ne peut même pas favoriser des entreprises européennes dans le cadre des marchés publics. Et depuis quelques années, c'est quelque chose qui commence à poser des problèmes pour certains pouvoirs d'adjudicateurs. Et au niveau européen, on commence à réfléchir à une nouvelle réglementation. La semaine passée, il y avait une communication là-dessus. Ils veulent l'appeler Made in Europe. J'ai aucune idée de ce que ça aura comme conséquence légale, mais donc il est bien possible que la réglementation va bientôt changer pour favoriser l'achat des produits locaux. Locaux, dans quel sens? Européens par pays pour certains types de marchés, ce n'est pas du tout clair. Mais donc, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant, surtout quand vous êtes actif dans un secteur où vous devez aller en concurrence avec des pays en dehors d'Europe avec des salaires très bas. Mais à ce moment, cette nouvelle réglementation, ça pourrait vraiment créer un boost pour les entreprises locaux. J'ai aucune idée dans quel sens la réglementation va être écrite, mais j'espère que ça sera publié encore cette année, mais même ça, apparemment, ce n'est pas très clair. Quatrième principe, c'est les proportionnalités, hein. On peut bien sûr, comme pouvoir adjudicateur, mettre certaines exigences dans le marché, mais ça doit rester proportionnel. Hein. Vous voyez là un exemple très clair, hein. On ne peut pas exiger un énorme montant d'assurance pour un petit marché de travaux, de nettoyage, etc. Donc, toutes les décisions du pouvoir adjudicateur doivent être proportionnelles. Et libre accès, ben, tout le monde doit pouvoir accéder au marché public. C'est notamment la raison pour laquelle il y a un site web sur lequel toutes les offres doivent être introduites. Je vais vous le montrer après. Mais donc, ce principe de libre accès, ben, c'était bien sûr aussi très important. Je constate aussi que de plus en plus des administrations publiques font un effort pour alléger le travail de remise des offres pour recevoir plus des offres des PME. Parce que comme je vous ai dit, c'est quand même un petit travail de commencer à remettre des offres pour des marchés publics. Et souvent, il y a une grande charge administrative. Et il y a de plus en plus de pouvoirs adjudicateurs qui essayent de diminuer cette charge administrative, qui n'est qu'une bonne chose, parce que je pense que si on aura plus de PME qui se lancent à remettre des offres pour des marchés publics, on aura plus de concurrence et on aura des meilleurs services qui seront offerts au sein des pouvoirs adjudicataires. Est-ce que les principes des marchés sont clairs? Est-ce qu'il y a des questions là-dessus?
Je vois qu'il n'y a encore rien dans le chat. S'il y a quelqu'un qui a une question, n'hésitez pas. Oui, Sabor. Ah, Sabor, on t'entend pas. Ah, comment éviter la corruption? Euh, c'est bien sûr une question très complexe. Donc, ces règles de transparence, le fait qu'un pouvoir adjudicataire doit toujours justifier pourquoi il a fait le choix pour une offre et pas pour une autre offre, ça va déjà compliquer la corruption. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas de corruption dans les marchés publics? Ben, non. Je pense qu'on sait tous, dès qu'il y a de l'argent à gagner, il y a des personnes qui essayent de contourner les règles. Mais le cadre légal est quand même très strict. Il y a plein de possibilités de recours. Si vous avez l'impression que vous êtes désavantagé, d'aller en cours de justice et de vous plaindre. Et j'ai vu déjà pas mal de recours qui ont eu du succès parce que on a constaté que le pouvoir adjudicataire a fait des erreurs. Donc, est-ce que le système marche bien? Oui. Est-ce qu'on peut éviter à 100% la corruption? Malheureusement, ça, je ne peux pas vous garantir. Il y aura sans doute encore parfois des problèmes ou des cas problématiques dans le cadre des marchés publics. Est-ce qu'il y a des autres questions? Non. Ben alors, je continue. Donc, les modes de passation. Je vous ai dit que le prix est un élément clé. Et donc, dans les modes de passation, il y a plusieurs types de marchés. On a le seuil de 30 000 euros qu'on appelle des marchés de faible montant. Pour ça, il y a vraiment moins de administration, moins de documents à produire. Je vais rentrer dans les détails dans quelques minutes. Entre les 30 000 euros et le seuil européen de 216 000 euros, il y a les procédures négocier les procédures sans publication qui permettent aussi encore une certaine flexibilité. Au-delà du seuil européen, ben là, on perd cette flexibilité, on est dans des procédures très strictes. La publication dans le journal officiel de l'Union européenne, tout le monde peut voir le marché, tout le monde peut voir à qui le marché est attribué à la fin. Et donc, à ce moment, il y a beaucoup moins de flexibilité qui est présent dans la procédure. Alors, la procédure faible montant, donc je vous rappelle, on est en dessous de 30 000 euros. Et ici, le pouvoir adjudicateur doit faire une étude de marché. Euh, Étude de marché est mis entre parenthèses parce que c'est la mention littérale qui est mentionnée dans la législation. Il n'est pas très bien spécifié ce qu'on veut dire par une étude de marché. Ça peut être le cas que vous avez contacté plusieurs entreprises pour demander une offre de prix. Ça peut être aussi le cas que vous avez comparé des prix des entreprises en ligne. Donc, en dessous de 30 000 euros, on ne parle même pas d'écrire un cahier de charges pour un marché. On peut simplement, via une communication écrite, via mail, demander une offre et on peut attribuer le marché comme ça. Attention, ces 30 000 euros, c'est le seuil qui est mis dans la législation. Souvent, des administrations publiques, ils ont des seuils plus stricts. En général, ce seuil à Bruxelles tourne autour de 10 000 euros. Et donc, ça veut dire que à partir de 10 000 euros, on va quand même se retrouver dans une procédure qui est un peu plus lourde avec la publication d'un cahier de charges, dans la plupart des cas à Bruxelles.
De nouveau, c'est des règles internes. Je ne connais pas les règles internes de toutes les communes, de tous les hôpitaux, etc. Donc, parfois, c'est important, intéressant de savoir quelles sont les procédures internes. Parce que si vous recevez un email avec une demande d'offre de prix, ben, si vous ne connaissez pas la procédure, vous ne savez pas quel est le montant maximal que vous pouvez mettre dans votre offre. Si il y a une procédure en dessous de 30 000 euros, il n'y a pas de règle en interne, vous pouvez remettre une offre pour 29 999 euros. Ne remettez pas offre pour 30 000 euros parce que ça ne pourrait pas être accepté. Ça doit être en dessous de 30 000 euros. Si la procédure interne est de 10 000 euros, alors votre offre doit être en dessous de 10 000 euros. Donc c'est intéressant d'avoir la connaissance des procédures internes et c'est une question que vous pouvez poser à la personne qui vous a envoyé la demande d'offre. Rob, il y a une question sur le chat. Oui. Non, donc c'est pas juste qu'en dessous de 216 000 euros, il n'y a pas de principe de transparence et d'égalité. En dessous de 30 000 euros, il y a plus de liberté. Il faut faire une étude de marché officielle, mais il y a peu de contrôle. À partir de 30 000 euros, il faut quand même publier son marché sur la plateforme de Boza. Il faut demander plusieurs offres, mais vous avez le droit de négocier, vous avez le droit aussi de présélectionner certains candidats. Et donc, cette phase belge entre les 30 000 euros et la phase européenne, celle-là offre plus de flexibilité, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas les principes de transparence, pas les principes d'égalité. Les entreprises vont toujours remettre des offres. Le pouvoir adjudicateur est obligé de faire une évaluation des offres, de vous communiquer le résultat de l'évaluation en toute transparence. Et à base de ça, si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez toujours aller en justice et faire un recours. Donc là, il y a quand même le respect total de la transparence. Au niveau égalité, la procédure permet de ne pas communiquer l'offre via le site web de Boza, mais de uniquement sélectionner 3 à 5 entreprises. Et donc là, il est intéressant pour vous de faire la communication au sein des pouvoirs adjudicateurs en disant, moi je suis actif dans ce secteur, envoyez-moi les marchés que vous ne publiez pas officiellement sur le site web de Boza ou dans le journal européen. Donc là, il y a effectivement, au niveau égalité, on pourrait dire qu'il y a un souci. Maintenant, ce que la législation dit, c'est que même si vous n'avez pas reçu l'invitation pour remettre offre pour ce type de marché, vous pouvez toujours remettre offre. Donc, si vous allez le recevoir via une autre entreprise, vous avez la possibilité de remettre offre. Il y a aussi de plus en plus d'organisations qui disent à partir de 30 000 euros, on publie de toute façon tous nos marchés, c'est visible pour tout le monde. Donc voilà, est-ce que c'est un souci d'égalité? Pour la législation, pas, mais il est bien sûr très intéressant pour vous de se faire connaître pour recevoir cette demande d'offre pour les montants qui sont plus bas. Je vois qu'il y a encore une autre question. Donc, la différence entre les 10 000 euros et les 30 000 euros, c'est la procédure interne au sein de l'administration. Donc, légalement, une administration dit que c'est en dessous de 30 000 euros
Ils peuvent vous envoyer un simple mail en disant, moi j'ai besoin de catering pour un petit événement, pouvez-vous me remettre offre? Il n'y a pas un cahier de charges avec des clauses administratives, avec plein de documents que vous devez remettre. C'est pour alléger le travail des acheteurs. Par contre, certaines administrations disent 30 000 euros, c'est trop. On ne veut pas donner la liberté à un acheteur d'acheter pour 30 000 euros. Et donc, pour certaines communes, pouvoir adjudicateur, le seuil est mis à 10 000 euros. Mais c'est une procédure interne, ce n'est pas une législation, c'est simplement la manière que le pouvoir adjudicateur va travailler. J'ai perdu un peu le fil. Oui, on était au niveau des... Pardon, Non, non, allez-y. j'ajouterais que cette, pardon, j'ajouterais que cette limite interne de 10 000 ou 2 000, elle va être précisée dans l'offre, enfin la demande d'offre de l'institution. Donc, par exemple, chez Hub Brussels, on a des marchés qui, en dessous de 2 000, sont sous certaines règles internes, et de 2 000 à 8 000, une autre règle interne. Mais cette limite de ne pas dépasser les 2 000 ou ne pas dépasser les 8 000, elle est écrite noir sur blanc quand vous recevez l'offre, quand vous la trouvez en ligne. Donc, il n'y a pas de. Je dois vérifier ça, c'est écrit dans l'offre. Et en effet, c'est des règles internes. Est-ce que, par exemple, il faut une validation du comité de direction si ça va au-dessus de cette somme-là? C'est des choses qui, nous, on a mis en place ça chez nous, mais voilà, qui rentrent dans le cadre de la loi, mais qui sont spécifiques à chaque administration. Ouais. Hein, merci Nicolas pour la précision. Et donc, il y a des administrations qui sont très transparentes et qui communiquent les montants. Il y a des autres qui ne communiquent pas. Donc voilà, là, parfois, vous allez recevoir une demande d'offre et vous n'avez aucune idée quel est le montant maximal. Mais vu qu'on est dans ce procédure faible montant, il n'y a aucun souci de le demander. J'ai jamais vu un acheteur qui, pour ce montant-là, ne veut pas communiquer le montant. C'est parfois plus compliqué pour les montants plus élevés. Je vois la question, quels sont les objectifs d'une étude de marché? Et donc, ici, dans ce cas de moins de 30 000 euros, c'est une obligation pour l'acheteur de dire, moi, je n'ai pas favorisé une entreprise. J'ai aussi contacté éventuellement des autres entreprises. J'ai regardé des prix pour des autres entreprises. Maintenant, je vais être très honnête, en dessous de 30 000 euros, on a plein de liberté. Et donc, on pourrait dire, tiens, moi, j'aimerais bien travailler avec telle entreprise. Je vais faire quelques screenshots des autres sites d'entreprise et je vais dire, celle-là m'a plu le mieux. En théorie, ça suffit déjà. Donc, en dessous de 30 000 euros, il y a quand même régulièrement encore du favoritisme pour une ou l'autre entreprise. Je ne vais pas le cacher, mais de nouveau, ça dépend d'une administration à l'autre. Il y a des administrations où même en dessous de 2 000 euros, tu dois demander 3 offres de prix et tu dois contacter 3 entreprises. Mais c'est les règles en interne et c'est un peu dû au fait que dans la législation, on mentionne étude de marché sans rentrer vraiment dans les détails ce que c'est une étude de marché. Une fois qu'on est au-delà les 30 000 euros, ben là, ce favoritisme, ce n'est pas du tout possible parce que là, on doit toujours demander des offres, on doit publier les marchés, etc., etc. Donc là, c'est tout à fait c'est beaucoup mieux réglementé. Alors, si on est au-delà du seuil européen, ben là, tout est publié, toutes les entreprises peuvent le voir et donc il y a aussi théoriquement beaucoup plus de concurrence. Je dis théoriquement parce que moi je constate même pour des gros marchés parfois, il n'y a qu'une offre qui est envoyée. Donc, c'est parfois difficile d'estimer la concurrence qu'il y aura pour un marché.
c'est difficile pour les entreprises de savoir est-ce qu'il y aura beaucoup de concurrence. C'est difficile pour le pouvoir adjudicateur de savoir est-ce qu'il y aura beaucoup d'entreprises qui vont remettre une offre. Donc, ça, c'est quelque chose sur laquelle c'est très difficile de donner des conseils pour vous dire allez vers ce type de marché parce qu'il y a peu de concurrence. Il n'y a pas des tendances générales à donner par rapport à ça. Ici, il y a les seuils pour 2026-2027. Donc, tout ce qui est en dessous de 140 000 euros hors TVA, on est dans une procédure négociée sans publication préalable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le pouvoir adjudicateur peut envoyer la demande d'offre à 3, 5, 10 entreprises de son choix. C'est minimum 3. Il y a parfois aussi de nouveau des autres règles internes où on dit on veut minimum 5. Et donc, les entreprises qui reçoivent ce marché sont les seules qui le reçoivent. C'est en général ces entreprises qui vont remettre une offre. Mais la législation permet à des autres entreprises de remettre offre aussi. Moi, ça m'est arrivé fin de l'année passée que je suis dans une réunion, on est en train de parler des marchés publics. J'ai une entreprise qui me dit, ah tiens, est-ce que tu as reçu aussi ce marché? Je dis non. Je demande de l'envoyer à moi. J'ai remis offre et j'ai remporté le marché. Donc, le pouvoir adjudicateur ne peut pas exclure une entreprise parce qu'ils n'ont pas reçu directement la demande d'offre. Tout le monde peut toujours remettre offre. Donc ça, c'est quand même important à comprendre. Mais en réalité, quand un pouvoir adjudicateur fait une procédure sans publication, ben, vous n'êtes pas au courant parce que c'est publié nulle part. Et donc, c'est pour ça que c'est important pour ce montant, donc on est en dessous de 140 000 euros, mais pour ce type de marché, il faut faire un peu de lobbying au sein des administrations publiques en disant, voilà, moi j'aimerais bien recevoir les marchés que vous faites dans ce secteur. Et en général, les pouvoirs adjudicateurs, ils sont ravis qu'ils ont des prestataires qui vont venir vers eux, ils vont vous envoyer les marchés dans ce secteur et dans ce catégorie qu'ils vont publier. On a bien sûr les marchés au-delà du seuil européen et donc là, tout le monde va voir le marché, tout le monde va pouvoir poser des questions, remettre des offres et il y a en général beaucoup plus de concurrence. Il y a encore une petite exception, c'est pour les secteurs spéciaux, donc c'est tout ce qui est eau, énergie, services postal et transport. Pour ces marchés-là, le seuil est un peu plus élevé, mais voilà, c'est vraiment très spécifique comme réglementation. Pour les travaux, les seuils sont bien sûr plus élevés, hein. Donc là, on est à des seuils quand même beaucoup, beaucoup plus élevés, ce qui est logique parce que les montants des travaux sont plus hauts aussi. Donc ici, vous voyez un peu un aperçu. Donc en dessous de 30 000 euros, faible montant. Entre 30 000 euros et le seuil européen, on a les différentes procédures où c'est permis de ne pas publier en dessous de 140 000 euros et donc vous allez peut-être pas voir si le marché est publié ou vous avez aussi la possibilité de négocier. Qu'est-ce que ça veut dire négocier? Ça veut dire qu'après la remise d'offres, vous pouvez encore faire des petites corrections en négociant avec le pouvoir d'adjudicateur. Par contre, c'est le pouvoir adjudicateur qui commence les négociations. Il va vous
contacter et il va vous dire, tiens, est-ce que vous pouvez peut-être préciser cela? Est-ce que vous pouvez encore rajouter tel document ou tel document? Donc, c'est une procédure qui permet une certaine flexibilité. C'est très intéressant pour les pouvoirs adjudicataires. Pourquoi? Parce que parfois, ils reçoivent des offres et ils se réalisent que, tiens, c'était peut-être mal compris ce qu'on a demandé par les soumissionnaires. Ben, si c'est mal compris, c'est embêtant. Et donc, la procédure négociée permet de faire encore des petites corrections avant que le marché est attribué. Une fois qu'on est au-delà du seuil européen, ben, cette flexibilité n'est plus présente et donc l'offre que vous allez remettre est l'offre finale. Au-delà du seuil européen, il existe aussi des exceptions avec des procédures très longues, très compliquées, comme dialogue compétitif, etc. Je ne l'ai pas mis dans les slides ici parce que je ne pense pas que c'est intéressant dans une introduction en marché public. Mais donc, il existe des autres procédures qui permettent de négocier au-delà du seuil européen. Mais ça ne s'appelle pas négociation, c'est plutôt un dialogue avec parfois même multiples entreprises. Mais donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je pense que pour vous, le plus important, c'est réaliser qu'une fois qu'on est au-delà du seuil européen, vos remises d'offres doivent être parfaites. S'il y a un document qui manque, malheureusement, votre offre sera écartée. Mais je reviens à ça plus tard. Alors, la digitalisation, et donc ça a énormément changé les choses. Et pour les pouvoirs adjudicateurs, mais aussi pour les entreprises. Maintenant, tous les marchés au-delà de 30 000 euros, ben, ils sont mis sur la plateforme de BOSA que je vais vous montrer par la suite. Euh, pour éviter la corruption, pour revenir à la question de Sabor, ben, c'est là aussi où la plateforme aide énormément. Tous les marchés qui sont publiés et qui sont au-delà du seuil européen se trouvent sur la plateforme. Donc, il y a tous les jours des dizaines, parfois des centaines de marchés qui sont publiés. Et donc, tout le monde peut voir qui a remis offre, qui a remporté le marché. Tout cela est dans une transparence totale. En plus, bonne chose, le site web fonctionne beaucoup mieux qu'il y a quelques années. Il y a quelques années, c'était vraiment pas évident de naviguer sur le site. Maintenant, il est modernisé et il fonctionne relativement bien. Mais je vais vous le montrer par la suite. Donc, les points essentiels. La procédure, hein, donc le choix de la procédure, ça dépend donc, comme j'ai bien expliqué, je pense, du montant. Et donc, dès qu'on est au-delà du montant de 30 000 euros, on parle vraiment d'un cahier de charge complet. Je vais vous expliquer encore ou vous montrer des exemples de cahier de charge, mais on n'est plus dans une transaction moins formelle où on peut échanger un mail et un mail pourrait suffire comme dépôt d'offre. Dès qu'on est au-delà des 30 000 euros, on a un cahier de charge qui décrit en détail toutes les modalités du marché, les modalités de paiement, les délais pour remettre des offres, les spécifications techniques, c'est-à-dire ce que vous devez prester, les pénalités, etc., etc. Et donc là, on a un contrat complet, un cahier de charge et rien d'autre qu'un contrat entre vous et un pouvoir adjudicateur. Ce qu'on n'a pas dans les marchés de moins de 30 000 euros.
Attention, les délais, et donc ça, c'est quelque chose qui est devenu de plus en plus compliqué. Moi, je vois parfois des délais très longs pour attribuer des marchés. Surtout à Bruxelles. Maintenant, on a de nouveau un gouvernement, donc j'espère que les délais vont réduire. Mais moi, j'ai vu des marchés où le temps entre la remise des offres et l'attribution du marché, c'est 6 mois. Et donc, ça, c'est quelque chose quand même à prendre en compte de votre côté aussi. C'est pas comme une négociation avec une entreprise où une fois que vous avez un accord, que vous allez pouvoir commencer à travailler. Ici, ça peut arriver que ça prend 6 mois et 6 mois, ouais, c'est un délai très long. Vous avez peut-être perdu un collègue qui était censé de faire le projet. Malheureusement, pour ça, il n'y a pas de solution. Une fois que le marché est attribué, ben, vous devez le exécuter. Euh, Autre point essentiel, si vous voulez poser des questions, il y a deux voies. Il y a le canal officiel, qui est le site web de Boza, que je vais donc vous montrer dans quelques minutes. Il y a aussi la possibilité de prendre son téléphone et d'appeler l'acheteur. De moins en moins, les acheteurs vont accepter des questions téléphoniques. Ils vont simplement vous répondre qu'il faut poser ces questions via la plateforme de Boza. Ce qui est logique. Dans le traitement d'égalité, on ne peut pas favoriser des entreprises et donc on ne peut pas répondre à une entreprise toute seule. Donc voilà, moi je comprends ce réflexe des acheteurs et donc ça veut dire que si vous avez des questions concernant un marché, ben, il faut passer par la plateforme sur laquelle vous allez poser votre question. La question sera publiée, visible pour tout le monde, et la réponse du pouvoir adjudicateur sera visible pour tout le monde aussi. Donc, de nouveau, on est dans un cadre très transparent où toutes les communications sont enregistrées sur la plateforme et ils sont visibles pour tout le monde. Voilà. Alors, je vais vous montrer la plateforme de Boza. Un moment, je vais changer de fenêtre. Est-ce qu'il y a entre-temps encore des questions? Non, plus de questions. Ben alors, on va faire le tour du site de Boza. Donc, ça, c'est l'accueil. Euh, Vous voyez que c'est une grosse plateforme avec deux entrées. Il y a une entrée comme pouvoir adjudicateur et il y a une entrée comme fournisseur. Votre entrée est bien sûr l'entrée fournisseur. Vous voyez aussi qu'ils ont un centre d'aide. Donc, vous pouvez cliquer ici dessus et vous allez tomber sur la page suivante où il y a plein de frequently asked questions, des FAQ, qui sont déjà sur la plateforme. Il y a aussi une assistance téléphonique en cas de problème pour la remise des offres. Donc, il ne faut pas s'inquiéter qu'à un moment ou l'autre, vous allez vous planter et vous n'allez pas pouvoir remettre l'offre. Il y a vraiment assez d'aides prévues. Bien sûr, la seule chose qu'il faut faire attention, c'est de ne pas remettre son offre le dimanche soir à 9 heures quand ça doit être déposé le lundi matin à 9 heures. Si vous appelez le helpdesk du Boza dimanche soir à 9 heures, je ne pense pas qu'il y aura une réponse. Donc ça, c'est la seule chose que vous devez bien sûr prendre en compte. Alors, si vous allez sur la plateforme, vous pouvez chercher dans le bulletin des adjudications. Et donc, dans le bulletin des adjudications, il y a plusieurs façons de faire une recherche.
Première, c'est le type de marché, donc fourniture, services, travaux. Vous pouvez chercher sur les codes CPV. Donc là, c'est les codes CPV de tous les secteurs. Attention, c'est un type de recherche qui ne marche pas toujours très bien. Il y a des acheteurs qui n'encodent pas leur code CPV ou qui l'encodent pas de manière très précise. Donc, ce n'est pas la manière la plus précise de faire une recherche. Vous pouvez chercher par pays. Euh, je m'imagine que dans un premier temps, vous allez surtout remettre offre pour des marchés en Belgique, mais vous pouvez aussi le faire, bien sûr, pour des marchés européens. La langue de publication, on est souvent en néerlandais-français. Il y a la partie allemande du pays pour laquelle il y a parfois des marchés aussi, et anglais, c'est plutôt pour les marchés européens. Date de publication, date limite de soumission, donc ça c'est important. Comme ça, vous savez combien de temps vous reste. Et c'est bien fait sur le site. Donc, il y a toujours un petit compteur que vous voyez ici. Donc, temps restant pour ce marché, 19 jours et 7 minutes. Comme ça, vous voyez tout de suite, ah oui, mais il me reste un jour, je ne vais jamais pouvoir répondre à ce marché. On peut chercher par organisation. Donc là, on peut aller dans les régions. On peut chercher Bruxelles-Capitale. Et donc, Bruxelles, capitale, on peut détailler, on peut chercher, il y a, je vois entre autres déjà cet IDF, je voulais chercher Bruxelles Environnement. Ah, hop, Brussels, voilà, j'ai déjà trouvé et Bruxelles Environnement est ici. Donc, comme ça, vous pouvez sélectionner les marchés d'une organisation spéciale. Type de procédure. Ici, donc, j'ai déjà expliqué un peu les différentes procédures. Comme j'ai dit, il y a certaines procédures comme le dialogue compétitif où je ne suis pas allé en détail, mais comme j'ai dit, je ne pense pas que c'est important pour l'introduction d'aujourd'hui. Euh, Type d'avis, est-ce que le marché est déjà attribué? Parce que vous pouvez aussi voir tous les marchés qui étaient attribués dans le passé. Donc ça aussi, c'est quand même très important. Si vous voulez commencer à travailler et remettre des offres pour des marchés, ben, ça pourrait être intéressant de regarder un peu les marchés qui étaient publiés dans le passé, regarder qui les a remportés pour savoir qui sont vos concurrents et regarder comment le marché était coté au niveau prix, au niveau méthodologie, etc. Euh, Et donc, il y a aussi le système des marchés réservés. Donc, il y a des entreprises comme les ETA, les entreprises de travail adapté, les entreprises d'économie sociale, qui peuvent bénéficier d'un système spécifique. Ça veut dire que le pouvoir d'adjudicateur peut réserver un marché uniquement pour les entreprises qui ont une telle reconnaissance. Si vous avez une telle reconnaissance, vous pouvez aussi faire le tri pour les marchés réservés via le filtre. Voilà. Donc, ici, vous pouvez chercher sur mots-clés. Donc, vous pouvez, par exemple, faire une recherche architecte. Et voilà, alors vous allez trouver tous les marchés qui cherchent un architecte. Vous pouvez faire un marché de recyclage parce que vous êtes actif dans le secteur de recyclage. Ben alors voilà, ici, il y a toutes les marchés de recyclage. Ici, c'est intéressant. Donc, c'est un marché qui était arrêté. Ça veut dire que finalement, on a décidé de ne pas attribuer le marché. C'est plutôt rare, mais ça peut arriver. C'est probablement parce qu'on avait constaté qu'il y avait des erreurs dans le marché et que c'était difficile de remettre des offres. En général, ces marchés, ils sont republiés 1 ou 2 mois après quand on a fait des changements dans le cahier de charge. Si vous allez cliquer sur un marché, et j'en ai préparé un ici, ça c'est un marché pour l'organisation d'une conférence. Ici, c'est un marché à Bruxelles, c'est le marché de Innoviris. Euh, il y a l'avis du marché, ça veut dire c'est une description qui est moins intéressant pour vous. C'est vraiment les données administratives du marché.
historique du marché, est-ce qu'il y avait des corrections qui étaient ajoutées en cours de route. Donc, même si un pouvoir adjudicateur va publier un marché et ils vont changer quelque chose dans le cahier de charge, ben, ils vont devoir garder l'historique des changements. Donc là aussi, au niveau de transparence, les exigences sont quand même ultra lourdes pour les administrations publiques. Alors, ce qui est le plus intéressant pour vous, c'est bien sûr les différentes ou la description du marché. Donc ici, on a un marché pour les événements. On va télécharger le document et donc le document va apparaître et vous pouvez bien sûr le consulter. Dans ce document, il y aura la description détaillée du marché. Ça veut dire que le pouvoir adjudicateur va expliquer ce qu'il exige de son fournisseur. Ça peut être les délais de livraison, ça peut être la description du matériel qui est acheté, ça peut être les personnes qui doivent exécuter du marché pour, par exemple, des services. Pour les travaux, ça peut être les matériaux utilisés, etc., etc. Donc, il y a plein d'exigences qui vont se retrouver dans ce cahier de charges. Je y reviens dans la deuxième partie de la présentation. Alors, il y a le forum, et donc le forum contient toutes les questions. Donc, vous voyez toujours à quel moment la question était posée et quelle est la réponse de l'acheteur. Donc là, de nouveau, il y a une transparence totale. Ce qui va éviter et compliquer, bien sûr, la fraude et la corruption. C'est pour ça que la nouvelle version du site est quand même très, très bien faite, je trouve, et va aider à encore plus de transparence dans les marchés publics. Alors, pour les marchés européens, il y a un document que vous devez toujours remplir. C'est un document qui s'appelle le DUM, document unique de marché européen, qui est un document très long et qui est en gros une déclaration à l'honneur. Moi, j'ai ici mis l'exemple, donc j'ai mis mes coordonnées et après, il faut répondre à plein de questions. Est-ce que vous êtes en cas de faillite? Est-ce que vous ne faites pas de travail forcé? Est-ce que vous ne travaillez pas avec la Russie, etc., etc. Les questions vont dépendre d'un marché à l'autre. Donc, il y a des questions sur la corruption, sur la fraude, sur des infractions terroristes. Personnellement, je trouve ce système un peu lourd parce que tout le monde va quand même signer ce document, mais, et c'est un grand mais, c'est obligatoire. Si vous oubliez le DUM, de toute façon, votre offre sera refusée. Donc, c'est important de le remplir. Et pour faire ça, il y a un site web qui est créé de nouveau par Boza, qui est très bien fait et qui va vous permettre de remplir un DUM. Donc, normalement, vous allez voir pour les marchés, il y a ici, on demande de remplir un annexe. Pour les marchés européens, vous allez trouver un document qui s'appelle DUM que vous pouvez après importer sur le site web ici. Ce site web, de nouveau, il faut sélectionner que vous êtes un opérateur économique et vous pouvez à ce moment cocher importer un DUM. Vous allez l'importer et vous allez tout de suite voir en ligne le questionnaire. Vous allez le remplir en ligne. À la fin, vous téléchargez le document rempli et vous allez l'ajouter à votre offre. Très simple, ça prend 10-15 minutes. Pour moi, complètement inutile, mais si vous n'allez pas le remplir, vous n'allez jamais remporter un marché européen. Donc, il faut de nouveau s'habituer avec ce système administratif un peu lourd, mais heureusement,
on a maintenant des outils comme le site web du DUM qui va permettre de facilement remplir le document. Est-ce qu'il y a encore des questions sur le site web de Boza? Est-ce que ça vous semble plus ou moins clair? Je vois qu'il y a une question, détail rapide sur le filtre avis. Donc, on va aller dans le filtre avis. Donc là, on est, par exemple, quand on clique attribution, on va uniquement voir les marchés qui sont déjà attribués. Quand on clique planification, il y a certaines administrations qui communiquent déjà qu'ils sont en train de planifier un marché. Et quand on clique sur compétition, on va voir les marchés pour lesquels vous pouvez remettre offre. Donc, si vous voulez remettre offre, ben, il faut cliquer sur compétition, parce que c'est les seuls pour lesquels vous pouvez remettre offre à ce moment. Et donc, ça peut être que aujourd'hui, vous regardez dans la planification et demain, il y a un marché qui a bougé parce qu'on a ouvert le marché et donc elle est mise en compétition. Voilà. Autre question sur le site, sinon je retourne vers ma présentation. Non. Alors, on retourne vers la présentation. Hop. Voilà. Encore quelques infos purement pratiques. Il y a différents types de marchés. Il y a des marchés, j'appelle ça des one-shot. C'est pour un événement spécifique. C'est pour une durée très courte. C'est intéressant, mais parfois ça demande quand même pas mal de temps pour remettre l'offre et il faut voir si ça vaut la peine de remettre l'offre. Ah oui, je vois qu'il y a encore une question sur le filtre réservé. Donc, le filtre réservé, c'est quand un marché est réservé pour des entreprises économie sociale ou des entreprises de travail adapté. Ça veut dire que uniquement des entreprises avec cette reconnaissance peuvent remettre offre. Si vous n'êtes pas une entreprise économie sociale ni une entreprise de travail adapté, vous pouvez oublier ce filtre, ce n'est pas du tout important pour vous. Donc, il y a les marchés one-shot, il y a les marchés pour plusieurs années. Ça, c'est bien sûr très intéressant, mais il faut faire attention. Il y a parfois des grandes fluctuations dans les commandes. Il y a des moments pics où vous allez devoir travailler beaucoup et après, il y a peut-être 1 mois, 2 mois où il y a très peu de travail. Donc, ça aussi, il faut prendre en compte, hein. C'est le pouvoir adjudicateur qui va alors passer les commandes et moi, d'habitude, si vous avez un marché de fourniture, c'est la fin de l'année, le pouvoir adjudicateur doit encore vite dépenser une partie du budget et il va commander plein de choses parce qu'autrement, il perd le budget. Ça, c'est typiquement quelque chose qu'on voit dans les marchés de fourniture où, pour la fin de l'année, vous allez recevoir tout d'un coup des grosses commandes. Euh, des marchés avec plusieurs attributaires. Donc là, c'est des marchés aussi un peu plus complexes. Ça veut dire que le pouvoir adjudicateur va attribuer le marché à peut-être 3 entreprises et pour chaque commande, il y a une deuxième mise en concurrence pour sélectionner le prestataire. C'est des marchés intéressants d'un côté parce que c'est des gros marchés. On ne fait pas ça pour des petits marchés. De l'autre côté, si vous êtes dans les 3 qui ont passé la première phase de sélection et vous avez un concurrent qui remporte toujours les mini-marchés ou les mini-compétitions, ben, ça ne va vous pas apporter grand-chose. Donc, voilà, de nouveau, il y a des avantages et des inconvénients pour ce type de marché. Voilà.
Alors, la partie le plus intéressante pour vous, comment est-ce que vous devez remettre des offres? Sauf s'il y a encore des questions sur la première partie. Non. Ben alors, on va vous donner les points pratiques. Première chose hyper important, une offre doit être signée. Ça doit être signé électroniquement. Si vous le faites pour la première fois, faites le test pour signer votre offre. C'est très important parce que ça ne marche pas via It's Me, ça marche uniquement encore via un card reader. Euh, Moi, je suis sur un PC avec Ubuntu, plein de problèmes toujours pour signer les offres. Donc, fais le test largement en avance. Si ça pose un problème, vous pouvez contacter le helpdesk de Boza. Ils sont super gentils, ils vont vous aider à signer votre offre. Si votre offre n'est pas signée, elle est d'office écartée. Attention, dans la procédure de signature, il y a quelque chose un peu particulier. C'est-à-dire que vous devez d'abord signer votre offre et après encore le envoyer. Parce qu'autrement, ça n'arrive pas au sein du pouvoir adjudicateur. Donc, bien parcourir toutes les différentes étapes de la signature de votre offre. Deuxième élément, ça doit être signé par la personne compétente. Donc, vous avez dans vos statuts les personnes qui peuvent signer des offres. Ça doit être signé par par une personne compétente ou vous devez donner une procuration que vous devez rajouter à votre offre. Très important. Moi, j'ai vu des personnes qui ont raté des marchés parce que c'était pas signé, c'était signé par la mauvaise personne. Et ça, c'est vraiment dommage parce que vous avez mis tellement de temps dedans et vous avez simplement oublié la dernière étape. Donc, c'est très important. Euh, Votre offre doit être régulière. Ça veut dire que vous devez remplir toutes les questions, envoyer tous les documents qui sont demandés. Ça peut être plein de différents documents. Ça peut être, enfin non, c'est toujours une note explicative de votre offre. Parfois, c'est les casiers judiciaires. Ça peut être de votre entreprise, mais ça peut être aussi des gérants de votre entreprise. Euh, J'ai appris ça que récemment qu'on commence à faire ça. Si vous avez une ASBL avec 7-8 membres du CA, ben, ils doivent tous envoyer leur propre caissier judiciaire. Ça prend un peu de temps, donc fais ça à l'avance, garde ça à jour. En général, la date maximale du casier judiciaire, c'est 6 mois qui est demandé. Les statuts, ben ça, je suppose que vous avez une liste d'expériences similaires. C'est quelque chose d'intéressant à déjà créer. Si vous avez un CV avec vos expériences, les montants, les clients pour lesquels vous avez travaillé, ça va vous aider parce que souvent, un critère de sélection est est-ce que vous avez des références similaires pour des montants similaires? Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez déjà commencer à créer si vous voulez travailler pour les administrations publiques. Il y a souvent un inventaire ou des autres formulaires d'offres à compléter. De nouveau, c'est très important de le remplir et de remplir tous les documents. Parfois, vous allez dire, oui, mais pourquoi est-ce que je dois remplir ça? Moi, je sais que quand je travaille pour la Flandre et je donne des formations en marché public, je dois remplir un document qui dit que je n'ai pas de travail forcé, pas de travail des enfants. Je n'ai pas des enfants qui font mes présentations PowerPoint dans ma cave, mais je dois le remplir. Si je ne le remplis pas, je ne vais pas remporter le marché. Donc, c'est un peu le côté embêtant parfois des marchés publics, c'est qu'il y a quand même quelques documents à remplir. Et il faut respecter les critères de sélection et les spécifications techniques. C'est le minimum à respecter. Ça veut dire que
Si vous n'arrivez pas à respecter un des 100 critères, ne remet pas offre parce que votre offre sera écartée. C'est vraiment le minimum. Et donc, parfois, ça peut apparaître arbitraire, ça peut apparaître ou ça peut être une grande déception quand vous voyez un marché qui est vraiment écrit quasi pour vous, où vous dites, tiens, ça c'est vraiment ce que moi je fais comme activité, mais il y a une obligation auquel vous ne pouvez pas répondre, ben, à ce moment, soit c'est à vous de vous mettre en conformité avec cette obligation, soit vous n'allez pas pouvoir remettre offre. Donc ici, j'ai pris un annexe d'un marché. Donc, important, si on demande de le remplir, de le remplir. La seule chose que moi je remplis plus, c'est le numéro de fax. Je ne sais pas pourquoi ça apparaît encore toujours sur les formulaires. Je ne sais pas s'il y a encore des personnes qui ont un fax, mais donc ça, vous pouvez laisser vide. Toutes les autres données, c'est toujours mieux de le remplir. Et donc, je vais faire un appel à tout acheteur public de supprimer le mot fax de leur document. Dans tous les marchés, il y a un inventaire. Un inventaire est créé pour comparer les différents prix des soumissionnaires. L'inventaire comprend plusieurs postes, plusieurs missions. Enfin, pas toujours, ça peut être aussi un poste, mais en général, c'est plusieurs postes que vous devez remplir. Ne change rien à l'inventaire. Dès que vous changez quelque chose, c'est fini. Votre offre sera écartée parce que le pouvoir adjudicateur ne peut plus comparer les différentes offres. Et c'est son rôle de devoir comparer les offres avec le principe d'égalité. Si vous avez changé quelque chose, ben, vous ne respectez pas le principe d'égalité, vous serez écarté. Moi, je l'ai déjà vu. Moi, j'ai vu, parce que moi, je participe parfois à des comités d'évaluation des offres, où il y a des offres qui arrivent et on a barré un poste dans l'inventaire. Et c'était mis sur papier, on avait écrit, nous, on ne fait pas ça. Ben, oui, dommage. Mais alors, ne travaillez pas pour remettre une offre. Si vous faites ça, votre offre sera d'office écartée. Donc, ça, c'est très important. Il ne faut pas toucher à l'inventaire, il faut le remplir comme il est. Le DUM, j'ai déjà expliqué. Et donc, dans les obligations, il y a deux types d'obligations. Il y a les critères de sélection. Et donc, les critères de sélection vont servir au pouvoir adjudicateur de savoir est-ce que vous êtes capable d'exécuter le marché. Et pour ça, ils ont plusieurs possibilités. Donc, ils vont sans doute contrôler si vous n'avez pas eu une condamnation judiciaire. C'est pour ça que vous devez remettre les caissiers judiciaires de votre organisation. Mais il y a des autres critères aussi. Ça peut être votre capacité économique et financière. Ils peuvent demander votre chiffre d'affaires des 3 dernières années et mettre un minimum de chiffre d'affaires. Si vous n'arrivez pas à ce chiffre d'affaires, malheureusement, vous ne pouvez pas remettre offre. C'est plutôt le cas pour des gros marchés, travaux, services de catering, etc. Pour les plus petits marchés, on voit un peu moins ces critères de capacité financière, mais ça pourrait être le cas. Et comme j'ai dit, si vous n'arrivez pas, malheureusement, vous ne pouvez pas remettre offre. Aptitude à exercer l'activité professionnelle, ben, ça peut être une reconnaissance AFSCA, ça peut être peu importe quel document qui va prouver que vous pouvez exécuter le marché. Et capacité technique et professionnelle, ça peut être votre expérience, ça peut être des prestations
du passé. J'ai mis quelques exemples ici. Donc, pour la capacité économique, vous allez devoir envoyer les extraits des comptes annuels des 3 dernières années, de l'année passée, ça dépend comment c'est formulé. Aptitude à l'activité professionnelle, ça peut par exemple être la certification AFSCA. Et capacité technique et professionnelle, ben là, on est par exemple sur un minimum de références. Les références, ça peut être un nombre, ça peut être un nombre avec un minimum de budget. De nouveau, si vous avez 2 références et pas 3, vous ne pouvez pas remettre offre. Euh, je vois que dans le chat, il y a oui, la commentaire de Laura. Donc, Laura travaille chez Bruxelles Environnement. Donc, elle est du côté pouvoir adjudicateur. Et donc, oui, ce qu'elle écrit, c'est vraiment dommage si vous avez écrit une bonne offre et vous avez fait un petit erreur. Et à ce moment, on ne peut pas vous attribuer le marché. Et je vois la remarque ou le commentaire d'Alexis. Oui, effectivement, hein, Alexis, c'est comme j'ai dit, c'est une procédure un peu longue pour signer, mais donc il faut bien suivre la procédure jusqu'au bout parce qu'autrement votre offre n'arrive pas au sein du pouvoir adjudicateur. Ben, merci pour les partages. S'il y a des autres personnes qui ont des partages, n'hésitez pas. Euh, les spécifications techniques, donc là aussi, c'est le minimum que le pouvoir adjudicateur va demander. Donc, il faut répondre à tout cela. Si vous ne pouvez pas répondre à une des spécifications techniques, ça ne vaut pas la peine de remettre une offre. Malheureusement, à ce moment, ben, soit vous allez vous mettre en conformité avec les spécifications techniques, soit vous ne pouvez pas remettre offre. Les critères d'attribution, c'est différent. Les critères d'attribution vont permettre de comparer les différentes offres. On a des offres qui sont uniquement évaluées à base du prix et le moins cher vont le remporter, mais il y a des autres offres où on va peut-être inclure des éléments circulaires durables. On va peut-être donner plus de points si les produits sont livrés à vélo ou si on va utiliser des matières premières recyclées, des éléments comme ça. Et donc, ça, c'est très intéressant à regarder aussi avant de remettre offre. Est-ce que vous pouvez répondre aux critères d'attribution? Et à ce moment, si vous avez la possibilité de répondre à pas mal de ces critères, ben, vous avez beaucoup plus de chances, bien sûr, de remporter le marché. Mais ce ne sont pas des éléments bloquants. Vous n'êtes pas obligé de répondre à tous les critères d'attribution. Vous n'êtes même pas obligé de répondre à aucun critère d'attribution à part le prix. Bien sûr, vous devez remettre un prix pour le marché. Mais tous les autres critères d'attribution, vous pouvez dire, ben, non, moi, j'y réponds pas. Si à la fin de l'évaluation, vous avez quand même plus de points que vos concurrents, vous allez quand même remporter le marché. Et donc, le boulot d'un pouvoir adjudicateur, ben, c'est de comparer toutes ces offres. Donc, il va comparer le prix, il va comparer les autres critères d'attribution, il va faire un total de points pour chaque offre et l'offre qui a le plus de points, ben, il va remporter le marché. Mais donc là aussi, hein, vous comprenez sans doute très bien qu'une fois qu'un marché est publié, on ne peut pas changer les critères d'attribution. Donc à ce moment, les règles du jeu sont fixées. Les exigences minimales, les spécifications techniques sont présents, les critères d'attribution sont présents, et donc on ne peut pas en cours de route dire ah mais tiens, je vais ajouter une spécification technique ou je vais changer un critère d'attribution.
Ça ne marche pas comme ça. Si on le fait, on doit le faire en communiquant à tout le monde. On a fait un changement dans le cahier de charge. On doit le publier sur le site de Bosa. Donc, on ne peut pas, après la clôture de remise des offres, faire encore des changements. De nouveau, pour des raisons d'égalité de traitement, etc. Euh, Pardon, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça avant qu'on va aux astuces pratiques? Non. Alors, les astuces pratiques. Commençons à préparer déjà les documents que vous allez avoir besoin tout le temps quand vous allez remettre des offres. C'est bien sûr la présentation complète de l'entreprise avec toutes les coordonnées, numéro entreprise, ONNS, une petite description de l'équipe, les CV de l'équipe, parce que il y a des marchés où on demande certaines expériences. Ben à ce moment, vous devez pouvoir sortir un CV en disant, moi j'ai quelqu'un qui a 5 ans d'expérience dans le design des produits circulaires, dans l'architecture, dans peu importe quel type de expertise qui est demandé. Les références du projet, comme j'ai dit, hein, les critères de sélection, on demande souvent des références similaires. Ce que moi j'ai, c'est un énorme document avec tous les marchés pour lesquels ou tous les marchés que j'ai remportés. Et donc, il y a toujours l'année, l'administration publique, le montant, éventuellement la personne de contact et une mini description de 3-4 lignes de ce que j'ai fait pour ce marché-là. Ça veut dire quand on me demande d'envoyer des références, moi je prends ce document, je l'envoie et je sais tout de suite répondre aux critères de sélection. Il y a les annexes obligatoires, hein, certaines attestations, capacité professionnelle, caissier, judiciaire, etc. Ben, toujours mieux de garder ces documents à jour et de ne pas se réaliser 2 jours avant la remise des offres que vous avez encore besoin d'un casier judiciaire. Euh, Ils répondent en général très vite, mais c'est souvent quand même le lendemain ou 2 jours plus tard. Euh, je vois encore un partage de Nicolas. Ouais. Hein, donc, ça, c'est effectivement un très bon partage. Merci, Nicolas. Hein, il y a des critères qui sont un peu moins objectivables, hein. Le caractère esthétique de mobilier, ben, à ce moment, ben, il faut peut-être aussi se poser la question, ben, est-ce que mon style de mobilier, est-ce que ça va aller avec l'administration? Et ça, c'est quelque chose pour laquelle vous pouvez les contacter pour avoir un peu de feedback. S'ils vont dire carrément, ah non, ça, c'est pas du tout notre style, ben, vous savez que vous ne devez pas remettre offre. Euh, Attention au niveau budget, souvent c'est tout compris, c'est toujours bien mentionné dans les documents du marché, mais donc quand vous avez remis offre, vous ne pouvez pas après dire ah mais j'ai oublié le prix pour le transport ou j'ai oublié ceci, j'ai oublié ça. Non, votre offre, ça sera le prix qui vous serez payé à la fin du marché. Donc ça, très important, ne pas oublier d'inclure tous les prix, y compris par exemple livraison ou autres prix à votre offre. Euh, pour les marchés long terme, il y a souvent une indexation qui est prévue, mais il y a des marchés où il n'y a pas d'indexation. Ben, à ce moment, il faut le prendre en compte déjà dans vos calculs en faisant bien sûr attention parce que si vos prix augmentent, ben, vous êtes moins concurrentiel avec les autres offres. Je vois une question. Souvent, seul le prix est important, non.
Ça dépend. C'est pas du tout vrai. Moi, j'ai vu des marchés où le prix est à 25-40% et il y a plein de critères de qualité, y compris l'esthétisme, etc., des critères écologiques, circulaires. Il n'y a pas de règles. Un acheteur public peut même attribuer un marché sans le critère prix comme critère d'attribution. Ce n'est pas une obligation. Donc, tout est possible et tu peux avoir des marchés très similaires où un acheteur dit, ben, chez moi, c'est 90% prix et 10% esthétique, et tu peux avoir à côté un autre marché 60% prix et 40% esthétique. C'est le choix du pouvoir adjudicateur de donner un poids à chaque critère d'attribution. Oui, hein, Grégory, si il n'y a rien sur le design, ça veut dire que c'est pas pris en compte. Et c'est parfois embêtant. Moi, je l'ai vu dans mon secteur où on demandait des formations et on attribuait purement sur le prix. Donc, on ne devait même pas décrire ce que on allait présenter dans notre formation. Ce qui est quand même, je trouve, particulièrement bizarre, mais voilà, c'était le choix du pouvoir adjudicateur. C'est son libre choix. Je suis tout à fait d'accord que c'était peut-être pas la meilleure option, mais si lui, il veut pas inclure le design, ben c'est son choix. Euh, voilà, on est arrivé aux exercices. Donc, j'ai pris quelques exemples pratiques justement pour... euh, c'est un peu dans le même style de la dernière question de Grégory. Première question, on a un marché de plus ou moins 100 000 euros. Le prix est à 80% et il y a une attestation spécifique qui est demandée, un certificat, un écolabel, etc. Et vous ne l'avez pas. Et c'est mis pour 20% des points. Alors, à ce moment, c'est à vous de décider, est-ce que vous allez remettre offre ou pas? Ben alors, on peut faire le calcul à l'avance, combien vous devez rattraper au niveau prix pour pouvoir remettre l'offre. Parce que si vous allez 0 point sur le critère certificat, label, etc., ça veut dire que vous devez avoir 20% plus sur le critère prix. 20% sur un total de 80 points, ça veut dire que vous devez être 25% moins cher que vos concurrents. Autrement, un concurrent qui aura le label ou le certificat, ben, il va remporter le marché. Et donc, vous pouvez faire ce calcul à l'avance pour savoir est-ce que c'est intéressant de remettre offre ou pas. 25%, ça me paraît beaucoup de rattraper sur le prix. Donc, à ce moment, si vous n'avez pas le certificat, c'est peut-être pas le meilleur marché auquel vous pouvez répondre. Est-ce que l'exemple est clair, hein? Et donc, ça, c'est... Non, j'ai mis maintenant juste un exemple, hein. Ça peut être un certificat, ça peut être un délai de livraison ultra court, peu importe quel critère. Mais donc, l'exercice que vous devez quasi toujours faire avant de remettre offre, c'est de regarder quels critères d'attribution est-ce que je peux répondre, quel et combien de points est-ce que je vais recevoir. Parce que si vous n'allez pas recevoir beaucoup de points sur les, les critères d'attribution hors prix, ça veut dire que vous devez diminuer fortement votre prix pour remporter le marché. Et donc, ça peut être un label, ça peut être un certificat, ça peut être peu importe quel critère d'attribution. Donc, ce calcul
faire le calcul à l'avance, c'est quand même intéressant. Euh, oui, mais donc le marché Made in EU, on n'est pas encore là. Donc pour le moment, vous devez prendre en compte que vous risquez d'avoir de la concurrence des produits qui sont faits en Chine. Moi, honnêtement, j'espère qu'ils vont trouver une solution pour ça parce que ça va permettre de favoriser les entreprises actives en Europe. Ça va rendre certains achats peut-être plus chers, mais on va créer de l'emploi local, etc., etc. Donc, je pense que ça sera vraiment une bonne chose, mais pour le moment, euh, c'est pas, on n'est pas encore là. La nouvelle législation n'est pas encore publiée et elle est encore en négociation. Alors, deuxième exercice, c'est un exemple réel. À un certain moment, il y a un marché pour la restauration d'une ancienne ferme. Et un lot du marché était sur le remplacement de une énorme porte en bois. Et il y avait un petit erreur dans le cahier de charge. On avait permis des variantes et donc ça ne devait pas nécessairement être une porte en bois. Et le critère d'attribution était uniquement le prix. Ce qui s'est passé, c'est que il y avait un entrepreneur malin qui a dit, ah oui, mais si moi je mets une porte en PVC, c'est beaucoup moins cher qu'une porte en bois massif et donc je peux remporter le marché. Ça peut arriver. Donc, à ce moment, vous avez grosso modo deux choix. Soit vous constatez qu'il y a une erreur et vous allez poser une question sur la plateforme en disant, est-ce que j'ai bien compris? À ce moment, ce qui arrive souvent, c'est que le pouvoir adjudicateur va modifier le cahier de charge. Il va publier une deuxième version qui est adaptée en fonction de votre question. Soit c'est dans votre avantage et vous dites, tiens, j'ai trouvé une solution, vous allez remettre offre et vous allez remporter le marché. Mais donc, il faut se réaliser qu'il y a parfois des erreurs dans les cahiers de charges. Et donc, dans mon opinion, c'est toujours mieux de le signaler. Parce que comme ça, un, vous êtes correct et ça permet au pouvoir adjudicateur de modifier le cahier de charge. Mais il faut se réaliser que parfois, il y a des marchés qui sont attribués d'une manière un peu particulière, même pas dans le souhait du pouvoir adjudicateur, parce que il y avait une petite erreur dans un cahier de charge. Alors, petite question pour vous. On va tester si vous avez bien fait attention. Vous pouvez répondre dans le chat. Quels sont les documents que vous devez déjà préparer à l'avance avant de remettre une offre? Donc, on ne parle pas des documents spécifiques à un marché, mais quels sont les documents génériques que vous pouvez réutiliser pour remettre des offres régulièrement? Une note explicative, hein, surtout une note explicative générale de votre fonctionnement. Les CV, très bien, hein, très important. Euh, Parfois aussi, hein, on a une collègue ou un collègue qui part et il prend son CV avec. Donc à ce moment, il faut se réaliser que est-ce qu'on a encore assez d'expérience dans nos CV pour répondre à certains marchés. Les statuts, oui, les bilans des 3 dernières années, très important, c'est souvent demandé. Les statuts, c'est quasi toujours demandé. Je ne peux pas me souvenir que j'ai encore remis un marché sans envoyer les statuts. Il y a encore un document que vous pouvez préparer. Caissier judiciaire, oui,
J'avais oublié celle-là. Merci, il manque encore un. C'est le document avec vos références et la petite description des projets que vous avez faits dans le passé. Et oui, très bien, zeer goed, Kaushik. Als jullie documenten hebben die gelinkt zijn aan jullie specifieke activiteiten, in jullie geval de beroepstitel van Orde van Architecten, dat zijn inderdaad ook documenten die je dan moet bij de offerte voegen. Donc, si vous avez des documents spécifiques, des reconnaissances comme l'AFSCA, comme l'inscription des ordres d'architectes, ça aussi, il faut rajouter. Mais voilà, ça dépend bien sûr de votre secteur spécifique. Très bien, je suis très content. Vous avez fait bien attention. C'est toujours la question, si on fait un webinaire, est-ce que tout le monde fait réellement attention? Mais vous avez bien fait. La note explicative, non, c'est pas le business model Canva, c'est en général pas plus qu'une page dans laquelle on présente un peu l'entreprise, on présente vos priorités, votre manière de travailler, on peut présenter l'équipe, voilà. C'est pas le document le plus important, mais ça permet quand même de se présenter au sein du pouvoir adjudicateur s'il ne vous connaît pas. Si c'est quelqu'un pour laquelle vous avez déjà travaillé, ben, il ne va pas le lire. Mais pour un nouveau pouvoir adjudicateur, c'est toujours intéressant qu'il ait un peu plus d'informations et qu'il ne doit pas aller chercher sur Internet. Donc voilà, c'est juste une petite présentation de l'entreprise. Le business model Canva, il n'a pas vraiment besoin. Pour le pouvoir adjudicateur, le plus important, c'est que vous allez bien exécuter le marché. Les modalités du marché sont mises dans le cahier de charge. Et donc, comment vous le faites, comment vous travaillez, c'est moins important. Ik zie dat Kaushik ook nog spreekt voor een 10 jaar aansprakelijkheidsverzekering. Dat kan ook. Voor architecten is dat inderdaad ook nogal iets dat gevraagd wordt. Hangt af van opdracht tot opdracht. Donc parfois on demande une assurance responsabilité. Ça dépend ici, la question était sur le cas spécifique architecte. Mais moi, j'en ai un aussi pour, par exemple, les helpdesk marché public que je gère. Donc, ça pourrait être aussi objet des spécifications techniques, mais ce n'est pas toujours le cas. Et donc, ce que moi, je fais personnellement, chaque fois qu'on me demande un document supplémentaire que je n'ai pas encore vu, ben, je vais chercher le document et je le rajoute dans une farde. Comme ça, la prochaine fois, quand on me demande ce document, ben, je peux facilement le chercher et ajouter. Alors, ben, on revient un peu à la question de, je pense que c'était Grégory. Moi, j'ai prévu un exercice. On a deux marchés. Le premier marché a l'attribution 50% prix, 40% esthétique, 10% bois durable. Le deuxième, 70% prix, 15% esthétique et 15% bois durable. Mais parfois, vous avez malchance, les deux marchés arrivent au même moment et vous devez faire un choix pour quel marché vous allez remettre offre. À ce moment, c'est très important de regarder quel est le marché le plus intéressant pour moi de remettre offre. Si vous travaillez avec du bois durable, peut-être le deuxième marché est plus intéressant. Si vous savez que le premier pouvoir adjudicateur, il aime bien votre design du mobilier, peut-être c'est intéressant de remettre pour ce marché-là parce que vous allez avoir beaucoup de points sur l'esthétisme. Et donc, ça, c'est typiquement quelque chose où moi, je prendrai mon téléphone, j'appellerai et je demanderai, ben voilà, nous, on fait ce type de mobilier, est-ce que ça va ensemble avec votre bâtiment?
Si vous avez de la chance, vous allez tomber sur un acheteur honnête et il va vous dire, oui, ça peut nous intéresser ou ah non, absolument pas, ça ne vaut pas la peine de remettre offre. Malheureusement, je ne peux pas vous garantir qu'il va répondre. Et ça, c'est typiquement une question, si vous allez le poser via la plateforme, ils vont dire, on ne peut pas répondre à cette question, on répondra via le rapport d'attribution du marché. Vous pouvez bien sûr remettre aux deux, hein. Si vous avez le temps de le faire, vous pouvez remettre aux deux. Et remarque très intéressant aussi, hein, donc vos marches, vous pouvez jouer avec vos marches en fonction des critères d'attribution. Hein. Moi, j'ai dit, si vous ne répondez pas aux critères d'attribution, vous devez peut-être diminuer votre prix. L'inverse est vrai aussi. Si vous allez répondre à tous les critères d'attribution, ben, vous pouvez mettre votre prix un peu plus haut. Mais la difficulté est toujours de savoir ben, à quel prix est-ce que mes concurrents vont remettre offre. Et ça, au début, c'est compliqué parce que vous n'avez pas une idée des prix des concurrents pour les marchés publics. Mais, et ça c'est la bonne chose, quand vous allez recevoir le rapport d'attribution, vous allez aussi voir les prix de vos concurrents, vous allez voir leurs points forts et vous pouvez adapter vos offres la prochaine fois en fonction des choses que vous avez appris. Il faut aussi se réaliser que la première fois ou la deuxième fois que vous allez remettre offre pour un marché public, il y a peu de chances de l'obtenir parce que vous avez peut-être oublié un document, parce que vos prix ne sont pas en lien avec la concurrence. Donc, ça demande un certain temps d'apprentissage pour bien remettre des offres avec les bons documents, avec les bonnes descriptions, avec les prix qui sont concurrentiels. Donc ça, c'est vraiment un travail d'apprentissage et on ne peut pas le savoir avant qu'on a remis des offres parce que les rapports d'attribution détaillés ne sont rarement publics. Et donc, ici, un autre problème, hein, donc on a un marché où on demande un chiffre d'affaires minimum de 500 000 euros, mais vous n'avez pas ce chiffre d'affaires. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour quand même remporter ou remettre offre pour ce marché? Ah, ben voilà, je vois la réponse dans les deux langues. On est clairement à Bruxelles. Hein. On peut collaborer, on peut faire un consortium. Et à ce moment, vous pouvez augmenter le chiffre d'affaires qui est demandé. Et donc, à ce moment, vous pouvez remettre offre. Hein, donc, ça peut être une collaboration, ça peut être un consortium. Ça dépend de votre préférence. Les deux sont possibles. Moi, j'ai tendance à collaborer, mais voilà, il y a des marchés où des partenaires demandent un consortium. Tout à fait possible aussi. Donc, il y a quand même souvent des solutions pratiques pour pouvoir mettre offre et répondre aux exigences des critères des sélections. Je vois qu'il y a encore une question. Oui, donc, quand il y a pas beaucoup d'écart entre les offres, ben, ça dépend vraiment de l'appréciation. Le prix, on va calculer via une règle de 3. Donc là, le moins cher reçoit le score maximum, les autres offres sont calculées et reçoivent un score via les règles de 3. L'esthétisme, c'est parfois plus difficile à objectiver et donc là, les points peuvent être différents. Donc, il y a un critère d'évaluation. Le pouvoir adjudicateur doit répondre à ça de manière le plus objective possible.
mais ce n'est pas toujours possible. Comment objectivement comparer deux designs de produits, deux offres d'un design d'un bâtiment? C'est très, très compliqué. Et donc, voilà, c'est un critère légèrement subjectif, mais via un jury, la législation permet de le objectiver. Ben, les CV, oui, c'est la même chose, hein. CV, des méthodologies, c'est aussi, on va justifier son choix, mais c'est jamais 100% objectif. Je vois aussi que qu'est-ce qui se passe quand le prix est trop divergent? Donc là, il y a une législation et s'il y a des offres qui sont trop bas en prix, le pouvoir adjudicateur, il doit demander une clarification. S'il y a une bonne clarification, euh, il peut accepter quand même l'offre. S'il n'y a pas de bonne clarification, il peut écarter l'offre. Mais c'est des situations parfois embêtantes parce que les clarifications, c'est pas toujours facile. On voit ça surtout dans des secteurs comme par exemple le nettoyage, où il y a des entreprises qui vont vraiment avec des prix tellement bas que c'est pas très, très durable. On le voit aussi de l'autre côté dans les marchés de consultance, où les prix des consultants sont tellement divergentes que parfois on doit faire une étude de prix abnormalement bas pour une offre qui est à 800 euros la journée. Ça aussi, j'ai déjà vu. Donc, voilà, c'est une obligation de l'acheteur de vérifier et il doit demander des clarifications. Si les clarifications tiennent la route, il peut accepter l'offre. Sinon, ben, il doit l'écarter. Voilà. Alors, petite conclusion avant qu'on va prendre toutes les questions. Euh, Toutes les modalités d'exécution, les spécifications techniques, les critères de sélection, c'est obligatoire. Il faut les respecter. Vous ne pouvez pas les changer. C'est pas à l'acheteur, c'est même pas l'acheteur qui peut accepter votre offre après. Non. Une fois que le marché est publié et les offres sont remises, l'acheteur, le pouvoir adjudicateur, il va juste comparer les offres. S'il y a quelque chose qui n'est pas conforme, il est obligé d'écarter votre offre. Donc, faites en sorte que vous respectez les règles des marchés publics et vous répondez à toutes les exigences. Ça, c'est vraiment règle de base numéro un. Euh, Ça demande du temps. Les premières fois, ça prend beaucoup de temps parce qu'il faut maîtriser les règles, il faut chercher tous les documents, etc. Euh, c'est quelque chose, après un, deux, trois offres, ça va beaucoup plus vite. Mais ça demande un investissement de temps. Par contre, ben, ça donne une stabilité. C'est souvent des marchés de plus longue durée. Moi, je vois rarement encore des marchés de courte durée. Et donc, ça donne des stabilités au niveau revenu. Et comme j'ai déjà dit, les administrations, ils payent. Vous n'allez pas avoir des discussions sur avec, comme vous avez parfois avec un fournisseur qui va peut-être refuser de payer. Ça, j'ai jamais vu au sein des administrations, sauf si vous n'avez pas respecté les modalités du contrat. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions? Je vais peut-être couper la présentation. Comme ça, on se voit. Si vous avez maintenant des questions, ben, n'hésitez pas à lever votre main ou juste ouvrir votre micro et poser votre question. Il ne faut plus utiliser le chat. Dat is heel graag gedaan, Kaushik. Ik spreek ook liever graag traag en duidelijk. Ik denk dat het dan voor iedereen
beter verstaanbaar is. Moi, j'ai une petite question, Rob. Merci Oui, beaucoup. allez-y. Merci beaucoup pour la présentation très intéressante, super claire, effectivement. Au tout début, tu parlais dans e-procurement, les fameux codes CPV qui sont pas toujours utilisés. Et Ouais. du coup, pour faire une recherche pertinente, tu conseilles quoi? D'utiliser les mots-clés? Ben, les mots-clés et quand même, je ferai une recherche sur les codes CPV, mais en complément, une recherche avec les mots-clés. Il Ouais. y a aussi des opérateurs économiques qui font le travail pour vous, où vous allez prendre un abonnement et vous allez recevoir tous les jours les offres qui sont publiées. Mais vous pouvez aussi l'installer gratuitement via Boza. Donc sur le site de Boza, il y a des profils de recherche. Ouais. Et comme ça, tous les jours, le matin, vous allez recevoir tous les marchés qui tombent dans ce profil de recherche. Comme ça, vous restez au courant des marchés qui sont publiés, bien sûr, hein. Les marchés qui sont non publiés, ben pour ça, comme j'ai dit, il faut faire un peu de lobbying au sein des éventuelles administrations intéressées. Ok, super, merci. Moi aussi, j'ai une petite question. Bonjour. Déjà, merci beaucoup pour la présentation, hein, hyper claire, hyper chouette. Vraiment, j'ai appris énormément de choses. J'ai une petite question concernant une fois que, par exemple, on a une offre qui a été acceptée, est-ce qu'on reçoit le financement au début ou après avoir fait la prestation pour savoir si, ben, par exemple, pour une certaine offre, j'ai besoin de me procurer une machine spécialisée, est-ce que je peux me la procurer en ayant le paiement avant ou est-ce que c'est d'office après la prestation qu'on est payé? Ça dépend, hein. Donc, comme j'ai dit, les marchés publics, c'est un contrat. Tous les contrats sont différents. Et donc, D'accord. dans le marché, normalement, les modalités de paiement sont décrites. Euh, Parfois, pour les PME, on permet un système de préfinancement, ce qui veut dire au moment que le marché est attribué, vous pouvez déjà facturer une partie. Euh, il y a des autres marchés où on permet de facturer tous les 3 mois, tous les 6 mois. Il y a vraiment tout type de système, mais c'est important, hein, parce que je comprends un investissement pour une machine. Si vous êtes payé à la fin, ben, moi, je vous conseille de prévoir dans votre budget le prêt pour l'investissement dans la machine et l'inclure dans votre prix. Parce qu'autrement, ben, vous risquez de prendre un risque financier et ce n'est pas bien sûr l'idéal. Ok, ok, merci beaucoup. Avec plaisir. Euh, En tout cas, s'il n'y a plus de questions, je voudrais donc commencer par te remercier, Rob. C'est en effet très clair. Je pense qu'on a eu beaucoup de gens qui l'ont dit. Euh, Merci aussi Laura et Annick de chez Bruxelles Environnement et toute l'équipe marché public pour aider à l'organisation de ce webinaire. On va donc le mettre en ligne dans les publications du site web. N'hésitez pas donc à revenir vers nous s'il y a d'autres questions. Qu'est-ce que je peux dire encore? Je vous enverrai un petit formulaire de satisfaction sur le déroulement de ce séminaire, ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à y répondre aussi. Euh, voilà. J'espère que du coup, ça incitera beaucoup de gens à remettre des offres pour des marchés durables et qu'on aura des retours dans le réseau du cluster et des entreprises durables de Bruxelles. Merci. Merci à vous tous. Bon après-midi.